Zelda Ocarina of Time, un jeu légendaire considéré comme le meilleur jeu de tous les temps. Aujourd'hui, beaucoup de gens le connaissent, mais peu ne connaissent sa bêta. Donc je vais vous parler des différences entre la bêta et le jeu Zelda Ocarina of Time. Les premières images du jeu viennent d'une démo technique qui a été présentée pour la première fois au Space World en 1995. Alors, le Space World, c'est l'équivalent de l'E3, mais organisé par Nintendo pour présenter leur jeu. Alors là, c'est pas vraiment le jeu, ce n'est qu'une démo technique, une démo de ce que pourrait donner un Zelda sur Nintendo 64. Là, on y voit Link se battre contre un chevalier, et on remarque de suite que Link n'a pas la même apparence que dans Ocarina of Time. Il ressemble plus au premier design des premiers Zelda sortis sur NES. Bref, l'année d'après, Nintendo montre enfin un premier trailer. Bon, c'est vrai, le trailer est assez rapide, on n'a pas le temps de tout comprendre, mais il donne quand même pas mal d'informations. Ça va vite, mais prenons le temps d'analyser. Déjà, on voit que Link ressemble toujours au premier Link sur NES. On le voit se battre contre un Stalfos. Alors oui, ça c'est un Stalfos. Il est un peu différent de celui d'aujourd'hui, avec moins de détails et une épée et un bouclier différents. Fin d'année 96 et début 97, Nintendo continue à montrer de nouvelles images du jeu. Comme celle-ci, où on peut apercevoir pour la première fois la place du marché, qui est complètement différente de celle qu'on connaît. On voit que sur l'interface, Link tient son bouclier comme un objet à part entière. En plus, le bouclier a des PV. Donc le bouclier à la base devait s'équiper et pouvait se casser, mais cela n'a pas été gardé pour la version finale. L'interface est comme dans les jeux 2D, on peut assigner deux objets. Et d'ailleurs, cette version est nommée A plus B, mais il existe aussi la version A plus C. Bon, maintenant, parlons des ennemis du jeu. On a parlé des Stalfos, mais il y a d'autres ennemis qui nous ont été montrés. Comme lui, Blob. Ouais, c'est juste un blob. Il y a aussi les ennemis qui ont changé, comme les Octorok. Avant, ils ressemblaient à ça. Ouais, ils sont trop mignons. Et aujourd'hui, ils ressemblent à ça. Il est beaucoup moins mignon. Il y a aussi les Dodongo qui ont été gardés, juste légèrement modifiés, puis un Calproie qui a aussi été légèrement changé. Et il y a aussi les esprits, les Tectites, les Levers et les chauves-souris de feu, qui ont été modifiés. Et pour finir, il y a lui, un chevalier en armure d'or, sûrement inspiré de celui de Zelda 1. Il n'a pas été gardé pour la version finale, encore heureux, car il n'avait pas l'air très gentil. Maintenant qu'on a fini avec les ennemis, passons aux environnements qui nous ont été montrés. Pour commencer, il y a la Stalfos Room. C'est une salle où se trouve un Stalfos qui sert de boss. La salle n'a pas été gardée pour la version finale. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la première version de la place du marché, qui est complètement différente de la version de base. Elle est beaucoup plus grande que celle qu'on connaît, avec plus de bâtiments, avec une dame en blanche à l'entrée, avec le château au loin et des ruelles beaucoup plus larges que celle de base. Il existe aussi une deuxième version de la place du marché, qui elle est dessinée en 2D puis retransmise dans le jeu, comme dans la version finale. Elle a pas trop changé, il y a juste 2-3 bâtiments qui ont été modifiés, mais sinon ça reste la même. Le temple du temps lui aussi a changé. A la base, la caméra suivait Link, comme sur la place du marché. L'entrée du château a aussi changé, la phase d'infiltration était beaucoup plus courte que celle d'aujourd'hui, avec juste 2 soldats à l'entrée, qui n'ont pas la même position que dans la version finale. Il y a aussi la première version du village Cocorico. Il est beaucoup plus vaste que celui d'aujourd'hui. Il a beau être grand, mais il est surtout très vide. Il n'y a pas grand chose à part quelques maisons, comme celle-là, qui est sûrement celle d'Impa, car c'est la plus éloignée. Sans oublier le cimetière, qui lui aussi a changé, il y a beaucoup moins de détails, un peu plus de tombes, et surtout, il manque la maison d'Igor. Il y a aussi bien évidemment l'entrée pour aller au mont du Péril, qui a bien changé, car si aujourd'hui on emprunte, on arrive directement au pied de la montagne. Alors qu'à l'époque, il fallait d'abord passer par une caverne, puis on arrivait au pied de la montagne. Et la caverne devait ressembler à ça. Ouais, c'est juste une ligne droite avec des stalactites et des ennemis. Après être sorti de la caverne, on arrive enfin au mont du Péril, qui n'a pas trop changé, à part 2-3 détails comme celui-ci. De là où on est, on peut réussir à apercevoir le village Cocorico. Bien évidemment, c'est l'ancien village. Et si on y regarde bien, on le voit de beaucoup plus haut que dans la version finale. Si on continue à monter, on se rend compte qu'il manque l'entrée pour aller à la fontaine des fées. Bien sûr, il y a toujours l'entrée pour aller au donjon. Mais si on l'emprunte, on arrive dans une caverne très étroite, et c'est une sorte de labyrinthe, avec des cul-de-sac, des ennemis et sûrement des coffres cachés. Il y a aussi la tour de Ganondorf, qui elle n'a pas trop changé, comme le ranch Lolon et le désert Gerudo. Par contre lui il a changé, le village Kokiri est beaucoup plus grand que celui qu'on connaît de base, avec plus de maisons et de hauteur. Les bois perdus ont aussi bien changé, ils sont beaucoup plus grands que ceux de la version finale. Pour rappel, la version finale ressemble à ça. Et maintenant la version bêta.
On remarque direct la différence, en plus dans la version bêta, des Stalfos pouvaient vous attaquer. Quand on arrive au bout de la forêt, on se rend compte qu'il n'y a pas de bosquet sacré. Il y a juste une ligne droite, avec plusieurs ennemis, et le temple de la forêt juste au... Bien sûr, l'entrée du temple a aussi changé, si on se retourne, on peut voir le début de la forêt. Maintenant, passons au lac Ilia. Lui aussi, il a beaucoup changé. Il est beaucoup plus grand que maintenant, avec une maison à la place du laboratoire, avec la dame en verre, et surtout, il y a Jabu Jabu. À la base, il était censé être au lac Ilia, et non derrière le roi Zora. Heureusement, ils l'ont changé de place, car on a failli louper cette magnifique scène. Oui. 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 Tiens, quand on parle des Zora, leur chemin pour aller chez eux a aussi changé. À la base, c'était juste une ligne droite avec 2-3 Octoroks sur le chemin. Quand on arrivait au bout, on ne se retrouvait pas devant la cascade pour entrer dans le domaine Zora, mais un étang, qui est exactement le même que celui du mini-jeu de la pêche. En parlant de mini-jeu, le mini-jeu des cibles, lui, a changé. De base, il ne devait pas se retrouver derrière la forteresse Gerudo, mais à un autre endroit. Il devait être plus long et plus difficile, avec des cibles plus éloignées. Et pour finir, parlons de la carte d'Hyrule. Pour rappel, aujourd'hui elle ressemble à ça. Mais avant elle était comme ça. On remarque qu'il y a une légère différence. Et surtout on peut voir les environnements qu'on a cités tout à l'heure, comme le village Kokoriko, le mont du Péril, le chemin pour aller chez les Zora, le lac Ilia, le désert, là sûrement le jeu des cibles ou le ranch Lolon, et pour finir la place du marché. Maintenant qu'on a fini avec les décors, parlons de Link, car lui aussi a beaucoup changé. Avant il avait plus d'animation que maintenant, comme son animation pour se retourner, qui ressemblait à ça. Si on regarde bien, Link tourne d'abord la tête, puis le torse, puis les jambes. Ça le rend plus réaliste. Alors qu'aujourd'hui, cette animation n'existe plus. Link se retourne instantanément. Si vous avez bien regardé, le bonnet de Link bouge. C'est normal, car à la base, le bonnet devait être animé. Alors qu'aujourd'hui, le bonnet reste statique. Il y a aussi 3 attaques qui n'ont pas été gardées. Celle quand Link se retourne, l'attaque quand Link court, qui a sûrement été reprise dans Zelda Twilight Princess, et il y a aussi le coup critique qui a été repris dans Zelda Twilight Princess. On peut aussi ranger l'épée et garder le bouclier dans la main. Le bouclier reste actif comme dans les premiers Zelda. Il y a aussi les objets de Link qui ont changé, comme le grappin, le monocle de vérité, l'arc, l'ocarina, là où on pouvait mettre les 3 pierres ancestrales dedans, une bombe à retardement qui a sûrement été remplacée par les missiles teigneux, et cet objet qui servait à appeler Epona, qui a été remplacé par le chant d'Epona et qui a été repris dans Zelda Twilight Princess. Et pour finir, il y avait les médaillons qui étaient équipables et qui pouvaient fusionner avec les flèches. Et pour commencer, il y a le médaillon de l'esprit qui était jaune, qui vous permet de contrôler Navi. Donc vous pouvez voler partout sur la map. S'il est combiné avec les flèches, ça crée les flèches de lumière. Le médaillon du feu crée une onde de feu autour de Link qui tue tous les ennemis. Il a été remplacé par le feu de Din. S'il est combiné avec les flèches, ça fait les flèches de feu. Le médaillon de la forêt crée un point de téléportation de là où tu viens. Il a été remplacé par le vent de Faror. Si fusionné avec les flèches, ça crée les flèches de vent. Pourquoi des flèches de vent? C'est normal, car à l'époque, le donjon de la forêt était un donjon du vent. C'est pour ça que le médaillon a un symbole de vent, et non un symbole qui ferait penser à une forêt. Le médaillon de l'eau, lui, gèle tous les ennemis autour de lui. Il a été remplacé par l'amour de Nayru. Si fusionné avec les flèches, ça crée les flèches de glace. Pourquoi des flèches de glace? C'est parce qu'à l'époque, le donjon de l'eau devait être un donjon de glace. C'est pour ça qu'on retrouve un flocon de neige sur le médaillon. Le médaillon de l'ombre, lui, a changé. À l'époque, il était noir, et maintenant il est violet. Il permettait de devenir invisible. Si fusionné avec les flèches, ça fait des flèches d'ombre. Le médaillon lumière a changé. À l'époque, il était blanc, maintenant il est orange, et il servait à énerver les cocottes. Si fusionné avec les flèches, ça fait des flèches blanches que si elles tuent un ennemi, ça donne 50 rubis. Et pour finir, parlons de l'histoire du jeu. A la base, Link devait se retrouver dans le château de Ganondorf, et devait aller dans des tableaux pour se téléporter aux 4 coins d'Hyrule, comme dans Super Mario 64. Et dans cette version, Link était censé récupérer la Triforce. C'est tout au début du développement que le jeu était prévu à la première personne, mais cela fut vite abandonné car Miyamoto voulait que le changement entre Link enfant et Link adulte soit visible à l'écran. Et aussi car Miyamoto trouvait Link trop cool. Au début du développement, le jeu était prévu pour sortir sur 64DD, un accessoire qui se branche sous la console pour lire des disques magnétiques, qui augmente l'espace de stockage des cartouches, mais au final, le jeu est sorti sur cartouche traditionnelle avec moins d'espace que sur disque magnétique. Et ça se voit car ils ont dû rétrécir les maps comme le village Kokiri, le village Kokoriko, et même retirer des endroits et des animations pour économiser la place dans la cartouche. Une grande partie des infos nous ont été dévoilées grâce au leak de 2020, et à la cartouche de dev qui a été retrouvée. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la bêta de Zelda Ocarina of Time. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine. A plus.